Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helvetii Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnien, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Nous sommes avec Eric Botlender. Eric, qui est donc un ingénieur spécialiste de l'espace européen et qui a notamment collaboré dans plusieurs publications, dont dans Space International. Bonjour Eric. Bonjour Jonathan et bonjour à tous. Merci d'être là. Donc ce podcast est co-animé avec Eric et sans plus attendre, nous rentrons dans nos brèves de la semaine. ClearSpace est la mission Prélude. Il s'agit donc de 2 petits satellites qui doivent démontrer les rendez-vous et les opérations de proximité en orbite. Alors ClearSpace, c'est une entreprise qui a été fondée en 2018, qui a un siège au Luxembourg et qui est très connue en Suisse. Malheureusement, en 2024 et 2025, ClearSpace, qui devait préparer une mission pour aller chercher un débris en orbite basse, un débris de l'ESA, eh bien, a eu quelques petits problèmes et une bonne partie de ses activités ont été transférées chez OHB en Allemagne. J'ai donc eu la chance, en tant qu'étudiant, de travailler sur ces projets, sur des petits démonstrateurs sur Terre, mais aussi sur une analyse du risque. Et il s'avère qu'un scénario possible s'est donc déroulé. La cible de cette mission initiale de ClearSpace s'est fragmentée. On a donc une collaboration, un partenariat avec OHB, grande société allemande. Cela souligne un peu l'aspect de défense. Oui, bien sûr, parce que, bon, on peut aller chercher des débris en orbite, mais la grande question, c'est de savoir qui paye. Alors, les agences peuvent payer, les entreprises peuvent payer, mais rien ne les engage à le faire pour le moment. Et le grand marché de ce type de satellite, aujourd'hui, on peut se dire que ça va être des satellites de défense et évidemment les capacités d'aller éventuellement récupérer des satellites de nations avec lesquelles on n'est pas forcément très copains. En effet, ça promet. On passe à la suite, la course à la Lune, épisode 2. Artemis 2, la gigantesque fusée lunaire de la NASA, devrait lancer avec un équipage de 4 astronautes en février de cette année. Énorme intérêt pour le retour de l'humain sur la Lune, Eric. Oui, ça fait depuis 2022 qu'on attend cette mission, 4 astronautes, dont le premier Canadien qui va tourner autour de la Lune. Alors, c'est une première depuis plus de 50 ans et ce sera surtout un grand test pour la capsule Orion. En effet, donc une capsule qui a déjà été envoyée sans équipage pour un test, il y a malheureusement eu des dommages sur le bouclier thermique. Oui, alors la NASA a travaillé sur ce sujet depuis, 2-3 ans. Ça a été vraiment revu en profondeur et ils ont adapté le profil de vol pour que les astronautes, malgré les risques de ce premier test autour de la Lune, puissent revenir en toute sécurité. Ils ne poseront donc pas encore le pied sur la Lune, il s'agit juste d'aller voir par là, mais c'est un jalon très important dans cette course explicite entre les États-Unis et la Chine. Bah, avant tout, c'est, de pouvoir prouver que les États-Unis ont de nouveau cette capacité de retourner vers la Lune et éventuellement plus tard sur la Lune, face à une Chine qui, de toute façon a affirmé qu'elle voulait y aller, qu'elle voulait déployer une base sur place et qu'elle se fichait bien de savoir si les Américains étaient capables de le faire. Magnifique. On poursuit, nous allons maintenant en Belgique. Aerospace Lab qui va construire des satellites pour Xona. Quel genre de satellite? Du PNT, Positioning, Navigation and Timing. Contrairement aux orbites habituelles de ce genre de constellation qu'on connaît bien, GPS, Galileo, Beidou, GLONASS, cette fois, cette constellation sera en orbite basse. Qu'est-ce que ça implique? Eh bah, ça implique que, le brouillage, de ces constellations sera beaucoup moins efficace. Parce qu'aujourd'hui, autour des zones de conflit, en particulier autour de l'Ukraine, autour d'Israël, autour d'autres zones de conflit, on a des brouillages importants des GPS. Alors les GPS, ce ne sont pas uniquement, des signaux de géopositionnement pour, l'aviation, pour l'automobile, pour les montres et cetera. C'est aussi des signaux qui sont indispensables pour les télécoms, pour la finance et évidemment pour les militaires. Nous dépendons donc tous énormément de ces signaux et les satellites en orbite moyenne se déplacent lentement dans le ciel. Donc nous pouvons facilement les viser et les brouiller, d'où l'intérêt de créer ce genre de constellation en orbite basse où les satellites passent beaucoup plus vite dans le ciel. C'est un contrat qu'Aerospace Lab a obtenu de manière particulière parce que c'était les seuls qui avaient la capacité de production nécessaire.
Oui, alors Xona, c'est une nouvelle entreprise qui surfe un petit peu sur cette, vague, des constellations GNSS en orbite basse. C'est une innovation et ça rejoint un petit peu, ce que font de nombreuses entreprises, américaines en ce moment, en particulier Iridium qui veut se servir de sa constellation pour faire des signaux de géopositionnement. Un domaine d'avenir donc. On passe maintenant en Chine. La Chine qui, à l'ONU, début 2026, élève la voix contre Starlink dans le cadre de la coordination en orbite basse à cause de, je cite, la prolifération incontrôlée de satellites Starlink qui entraîne des risques pour la sécurité selon la Chine. Alors, des risques pour la sécurité, ce que souhaite surtout, la Chine, c'est d'avoir un catalogue mis à jour et de pouvoir gérer les approches et les collisions, heu, avec les satellites Starlink. Ce qu'ils souhaitent, c'est avant tout, disposer, de meilleures communications avec cette entreprise et de meilleures communications avec les futures grandes constellations en orbite basse. Tout le monde pourrait donc bénéficier d'une nouvelle entreprise suisse, Spacetoke, qui promet une plateforme permettant aux opérateurs spatiaux d'échanger des informations et d'avoir des points de contact fixes. Nous restons avec la Chine qui abaisse ses exigences de politique publique pour autoriser davantage d'entreprises de fusées à entrer en bourse. En effet, la Chine a un certain retard par rapport à SpaceX au niveau de la cadence de lancement, ce qui cause donc son retard dans le déploiement des constellations en orbite. Et donc, la Chine est prête à sacrifier la rentabilité de ses entreprises afin qu'elles démontrent des jalons techniques. Oui, la Chine, elle a beaucoup de satellites à déployer, en particulier pour sa constellation Guohang, qui vise à déployer plus de 38 000 satellites. Mais il y a aussi l'autre constellation, même si elle a des petits problèmes, Thousand Sails ou Qianfan. Et donc, elle cherche des fusées. La Chine a besoin de fusées. Et pour ça, elle a besoin d'entreprises qui les fabriquent, non seulement avec le marché public, mais aussi avec le marché privé. Et pour ça, il faut lever énormément d'argent. Donc, on n'a pas fini de voir des milliers de satellites lancés en orbite. Et on reste avec Starlink, en revenant sur un sujet donc, qui a causé aussi ces discussions sur la sécurité en orbite. Un satellite particulier, Starlink 35-956, qui a subi une fragmentation et a généré un petit nuage de débris. Alors, évidemment, ça attire l'attention de tout le monde puisque ça, Starlink, eh bien, c'est quasiment 10 000 satellites en orbite. Abaisser l'orbite, de 4 400 satellites, il y a uniquement Starlink qui est capable de le faire aujourd'hui. Il faut savoir que ça représente, ces 10 000 satellites, quasiment 2 tiers de tous les satellites actuellement en orbite. Donc une énorme fraction des satellites en orbite, et donc s'il y a un risque même petit existe de fragmentation, multiplié par 10 000, ça fait beaucoup. Une baisse d'altitude donc qui permettra d'être plus sécuritaire si des pertes de contrôle arrivent, puisque moins d'orbites seront traversées. Nous avons donc fini nos brèves de cet épisode et passons à un sujet approfondi. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opération spatiale, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre. Le sujet de cet épisode, SpainSat NG1 et NG2 qui sont plongés dans la malchance. Ça a été annoncé, le satellite espagnol SpainSat NG2 a été percuté par une particule spatiale. Nous reviendrons sur la définition assez floue de l'objet qui a percuté le satellite. Mais récemment, la perte totale du satellite a été confirmée. Ce satellite, donc, c'est un satellite de télécommunication militaire et qui est de très grande importance pour le gouvernement espagnol, mais aussi pour l'OTAN et l'Union européenne. Alors, si cet événement était isolé, ça aurait pu être uniquement de la malchance,
Néanmoins, nous avons une information exclusive qui nous vient du travail acharné du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Le satellite SpainSat NG-1, donc de la même gamme, a subi pendant 4 mois une perte de contrôle. Mettons un peu de contexte. Le 30 janvier 2025, le satellite SpainSat NG-1 est lancé. Ces 2 satellites sont donc des satellites de télécommunication militaires de dernière génération pour l'Espagne, pour l'OTAN, et ils sont capables de résister non seulement aux interférences, et il faut entendre par là la guerre électronique, mais aussi de géolocaliser ces interférences. Donc si vous attaquez ce satellite, il saura où vous êtes. De plus, il est durci contre les explosions nucléaires en haute altitude qui génèrent des tempêtes de radiation. Autour du 6 août 2025, NG1 s'est donc déplacé à la longitude 29 degrés Est pour prendre la place de son prédécesseur X-Star-Ur, qui a été lui déplacé en orbite cimetière juste après. Cependant, NG1 a ensuite commencé à dériver de cet emplacement en orbite géostationnaire. Il a même atteint une dérive de 0,18 degrés Est par jour en décembre 2025, quelque chose qui n'est absolument pas planifié et indiquant une potentielle perte de contrôle. Le centre de compétences espace, au 1er décembre 2025, avec des observations optiques de courbes de lumière, donc il s'agit donc d'observer la lumière reflétée par le Soleil par le satellite, qui indique, si nous observons des pics d'une certaine période, que le satellite tourne sur lui-même et n'est donc pas sous contrôle. Et c'était le cas. ISDESAT, l'opérateur de SpainSat NG1 qui travaille pour le gouvernement espagnol, a depuis par contre repris le contrôle autour du 6 décembre et ont effectué une manœuvre afin que le satellite reprenne son emplacement. Rien n'a été communiqué publiquement, mais il s'agit donc probablement d'une faute logicielle et tout porte à croire que le SpainSat NG1 est à nouveau opérationnel. Dans ce contexte donc, la perte de SpainSat NG2 devient beaucoup plus dramatique. Oui, c'est une situation extrêmement embarrassante pour le gouvernement espagnol en particulier. Ça veut quand même dire qu'il y a eu quelques mois, durant lesquels, le gouvernement espagnol n'avait plus de satellites de télécommunications sécurisés pour ses armées. Parce que SpainSat NG2, donc, qui a été lancé le 24 octobre 2025, qui devait remplacer X-Star LANT à 30° Est, eh bien, il s'est retrouvé, sur une orbite de transfert géostationnaire supérieure, donc qui passait au-dessus de l'orbite géostationnaire, laquelle se trouve à environ 37 000 km. Ce satellite, à une altitude de 50 000 km, a été touché par ce qu'on appelle une particule spatiale. Alors qu'est-ce que c'est une particule spatiale? Eh bien, malheureusement, on ne sait pas exactement. Ce n'est certainement pas un débris parce qu'il n'y a rien si haut et sur ce genre d'orbite très elliptique, on peut être quasiment certain qu'il n'y a pas de débris particulier. Par contre, eh bien, ça peut être une micrométéorite, laquelle n'aurait pas été détectée par des radars à cause de sa taille, ou alors une particule spatiale vraiment de haute énergie émise par le Soleil, voire émise par d'autres étoiles. Donc en effet, vraiment, dans ce cas-là, pas de chance. Des satellites donc jalons capacitaires pour l'Espagne, l'Europe et l'OTAN. Leur perte va peser lourd, même si néanmoins le satellite était entièrement assuré, donc financièrement, pour les acteurs, cela devrait rentrer en ordre. Son remplacement va être lent et coûteux. Oui, et puis il va falloir s'intéresser justement à ce problème de particules spatiales, parce que c'est assez ironique. On parle d'un satellite qui est blindé, qui est durci contre les explosions nucléaires en haute altitude et qui a probablement été mis à terre par une particule spatiale de haute énergie. Donc il faut savoir quel était le composant qui a été touché, qu'est-ce qu'il va falloir modifier et puis, hem, et bien ce satellite qui sera sans doute confié à Airbus, qui a déjà réalisé les NG1 et NG2, sera sous haute surveillance. En effet, hein, le terme particule spatiale reste très vague. On peut se dire que s'ils avaient été heurtés par une micrométéorite, ils l'auraient dit. Et donc, c'est potentiellement une particule chargée très puissante d'un événement lointain. Un sujet donc que nous suivrons de près, très intéressant. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode et nous vous souhaitons une excellente semaine. À bientôt.